présente ce petit truc. Ça s'appelle la Basic Engine. C'est une petite carte ultra low cost pour programmer en Basic comme autrefois. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, comment c'est fait, le gars qui a fait ça. Je trouvais ça amusant, du coup j'en ai fabriqué quelques-uns. Je vais présenter ça. Donc ça, c'est ce que ça représente quand on l'allume. Vous vous souvenez, comme un Apple II, comme les machines autrefois, pas comme les machines modernes. Et ça permet de faire de l'initiation pour pas cher. Ça, c'est la tronche de la carte. Ça marche avec un petit circuit vidéo qui coûte pas cher et un de ces petits modules qui servent à faire du Wi-Fi sur les microcontrôleurs. Donc, des petits modules qu'on peut avoir en Chine pour 1 € et quelques modules processeur. Ça permet d'assembler toute la carte pour pas très cher. Donc quand on ça fait ça, et quand on la programme un petit peu en basique, ça fait ça avec des sprites portés directement dans le basique, du truc différentiel, un peu de son, donc pour faire les petits jeux d'arcade c'est sympa. Et donc comme petite machine manufacture de la programmation, ça peut être sympa, parce que le basique est pas mal fichu. Ça peut être très clair. Ça peut être très clair. Alors c'est du spriter de oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un splitter en fait dans le petit circuit vidéo qui fait office de RAM vidéo et qui est donc de la RAM distante du microcontrôleur avec un petit lien SPI. Et donc du coup le blitter, il n'y a pas directement des sprites avec des overlays hardware, mais les actions blitter sont prises en charge directement par le basique avec juste quelques mots-clés pour frapper facilement les quelques sprites qui sont animés. Quelle résolution? Hein? Quelle résolution? 320, 288 je crois. C'est assez basique, ça sort en vidéo. Avec des éléments de plus. Quand ça fonctionne, ça fait ça. Qui a fait ça? Un Allemand, je vais vous dire, un Allemand qui s'appelle Ulrich Hecht. Donc ça c'est ça son petit truc. Je trouvais ça marrant, du coup, en gros son design est open source, il ne les fabrique pas lui en série. Il juste faites-en, distribuez-en. Je vais vous raconter un petit peu la genèse de son projet avec les slides qu'il a présenté en début d'année au FOSDEM, une conférence de trucs open source, de logiciels open source. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en faire quelques-uns, parce que c'est dans l'esprit de nos vieilles machines. Donc quand on l'allume, le basique évidemment il est directement intégré. Il reste 60 kg de RAM dans la. En fait c'est la RAM du microcontrôleur qui sert à faire du Wi-Fi, il n'y en a pas beaucoup, il en reste 60 kg pour faire du basique une fois que enfin pour mettre vos programmes en gros, vos assets une fois que le basique tourne. C'est fait donc avec un ASP8266, c'est une espèce de processeur 32 bits pour faire du Wi-Fi pour pas cher, donc un peu de RAM interne mais pas beaucoup. C'est bloqué relativement vite, du coup le basique il peut tourner relativement vite, mais sinon c'est vraiment basique, enfin limité comme circuit. Donc il a utilisé ce qu'il a trouvé, le gars là, pour faire son design, il a regardé ce qu'il a pu trouver le moins cher possible comme circuit capable de sortir de la vidéo, et donc il a trouvé cette petite RAM là qui, bizarrement, en plus d'être une RAM d'extension externe de microcontrôleur pas limité, elle intègre donc aussi une sortie composite et un blitter, on ne sait pas pourquoi, c'est une petite boîte finlandaise obscure qui fabrique ce circuit-là. On en trouve chez un revendeur en Europe, mais pareil, le circuit vidéo, je crois qu'il coûte 4 €. Ça permet de faire du pas cher. Ils sont mono, ils sont branchés à un vieux clavier PS2, au moment où coûte 0. Vous pouvez faire dans un coin où ça se récupère à la décharge, enfin, tant qu'il en reste. On peut brancher un joypad, c'est obligé. Il y a quelques GPIO, il a mis un connecteur façon Raspberry Pi Histoire 2. Et il y a quand même une micro SD, histoire quand même de pouvoir sauver ses listings, stocker des sprites ou des images en PCX que le basique charge directement par il n'y a pas besoin de faire de modeur pour ça, donc c'est possible la vie. Et le basique c'est quoi comme basique? C'est le Toyoshiki Basic, je crois, c'est un peu plus loin. C'est un type japonais. Je vais vous montrer quelques éléments de jeunesse de ce projet-là pour la partie soft. C'est donc un japonais qui avait fait ça sur des microcontrôleurs ST Micro, des STM32, truc familier en automobile, mais avec des petites cartes d'éval, avec la plaque vidéo et les cartes, etc. Et lui, il a voulu faire le moins cher possible sur une seule carte, donc il a fait un portage pour ce processeur Nextfeed. Donc en fait, suivant ce qu'on met les composants, strictement indispensable ou quelques composants de plus, comme les connecteurs, si on veut vraiment brancher le joypad ou quoi, il y en a pour entre 10 et 13 € et quelques de composants. Et PCB compris, boîtier Raspberry Pi compris, puisque donc il s'est arrangé pour prendre la prenne de Raspberry Pi pour pouvoir avoir un paquet de plus. La genèse de comment il a fait ça, je vous invite à la lire, c'est assez amusant. Il avait commencé avec des espèces de all-in-one compatible clone chinois de NES, mais dans un clavier. Et qui avait des espèces de basiques extrêmement limitées, parce que dans une NES, il y a quelques centaines de RAM libres.
Et donc son idée était de faire, au début il a commencé par faire des extensions de mémoire pour ce genre de truc, et puis il s'est rendu compte que c'était sans espoir en termes d'évolutivité de son design, donc il s'est dit je vais faire une carte en entier, ça sera plus simple. Donc il a joué une petite présentation qui était marrante, je vous laisse une tester pour pas avoir besoin de brancher la machine en composite, comme ça. Donc c'est fait par ce type-là, Ulrich Knecht. Donc ça c'est l'affichage du Basic Engine, c'est un des programmes de test de la machine. Donc c'est un programme professionnel de contrôleur c'est embarqué. De ça, de faire une machine ultra low cost pour pouvoir la mettre entre toutes les mains, dans les mains d'un maximum de gamins, pour pouvoir les initier au basique, au plus jeune âge, avec un truc où il n'y a pas de barrière à l'entrée. La version low cost du One Laptop Archive. Et en termes, du coup, vu ce qu'il faut, un vieux moniteur composite, un clavier PS2 qui sort de la poubelle, ça revient moins cher finalement qu'une Raspberry Pi. Et c'est difficile de battre une Raspberry Pi. En tout cas, si on ne cherche pas à faire un profit par rapport au prix des composants immédiats. Si c'était vendu commercialement avec 10 € de composants, il faudrait les vendre 30 ou 40 €, c'est-à-dire le prix d'une Raspberry Pi. Donc ça, c'est le genre d'image que c'est capable d'afficher sur la sortie composite, avec un peu de couleur quand même. 64 ou 128 couleurs. Donc il voulait faire ça, pouvoir le construire pour 10 €. Donc il se retrouve avec ce processeur, mais parce que c'était par défaut, hein, c'est ce qu'on trouve de moins cher. Donc c'est un forme de bits qui tourne à 60 mecs de fréquence cœur, mais avec donc une RAM interne limitée. Il y a un petit peu de flash qui donc seulement une partie utilisée pour le basique, donc on peut aussi stocker les listings sans même mettre de carte SD, pour ceux qui veulent faire vraiment ultra low cost. Donc la puce, c'est pas AM, hein, c'est un K. Hein. La puce, l'espèce de RAM d'extension, c'est 128K, et c'est celle-là qui sert en fait de RAM vidéo, éventuellement de RAM de travail si on veut. Mais en fait, dès qu'on veut mettre justement des double buffers avec du 320-200 avec ce qu'il faut faire comme couleur, en fait, ça revient essentiellement à remplir la RAM vidéo. Le choix entre PAL et ATSC, ça dépend du Quartz Console. Et il a réussi à mettre du son. Le petit processeur, là, il y a une sortie audio normalement pour un DAC externe, une sortie I2S, une espèce de stream série pour faire de la qualité CD. Mais en fait, comme c'est un lien série assez rapide, si on met un filtre passe-bas et qu'on module suffisamment ce qu'on envoie dedans, on peut s'en servir comme un convertisseur 1 bit. Des choses. Donc du coup, voilà, un petit peu d'encodage PCM, enfin d'encodage, oui, enfin 1 bit à partir des sons qu'on peut mettre sur la carte SD. Et ça peut rejouer des sons, ça crachouille beaucoup, mais ça marche. Et pour donc le prix d'un combo et d'une résistance. Carte SD, donc PS2. Alors la prise USB, il faut un de ces vieux claviers qui était mixte USB PS2. Où en fait il y avait un adaptateur passif, mais c'est le clavier qui parle des deux protocoles, donc ça ne supporte pas l'USB. Port PlayStation, et DGPL. Donc ouais, la résolution, vous les avez là. 160-200 jusqu'à 460-224, mais en bouffant toute la RAM vidéo. Et pas en 256 couleurs, ou alors sans double buffer. Ça peut donc faire... dans le basique, il a rajouté de quoi faire des backgrounds et du scrolling différentiel, enfin des layers de scrolling, des sprites, un petit peu de wavetab, c'est ceux qui veulent voir les trucs, pour voir ce que ça donne avec le son intégré. Et en fait, son but c'était ça, un truc qui puisse être utilisé avec des périphériques pas chers et qui puisse être programmé en basique et qui soit utilisable juste dans l'aliment, sans avoir besoin de dépendance et qui soit amusant pour les enfants, pour les jeunes, pour les éditeurs. Donc il va raconter un peu toute l'histoire. Et donc voilà, évidemment, il y avait des utilisateurs déjà faits, et ben non, personne n'avait vraiment fait ça. Et donc il est parti de ce truc-là. Donc ça, c'est ce qui avait été fait par le japonais. Donc il avait pris une petite carte d'Evan, un microcontrôleur STM32. Il a mis des connecteurs externes sur une plaque à bidouille, un petit bracket board pour un lecteur carte micro SD. Et avec ça, il n'avait pas de son, et il avait que le noir et blanc parce que c'était de la vidéo bitbangée en utilisant là aussi un port-série du microcontrôleur et du DMA. Donc, c'est ça. Il avait déjà donc ce timing basique là, qui était donc le portage de ce Toyoshiki basique de bas. Donc l'imitation de mémoire sortie de l'écran. Bon, je vous passe une petite présentation de notre général allemand. Il a fait quelques prototypes. Il a donc trouvé, il est tombé sur cette piste vidéo. Enfin, il voulait
résoudre ce problème. Et donc les choix qu'il a fait, le moins cher qu'il ait trouvé, c'est ces petits modules. Donc en fait, le microcontrôleur, il est sous le blindage. Et c'est des petits modules qu'on achète tout fait, oui, je crois que c'était, je sais plus, 1,20 €, 1,30 €. On veut qu'on en achète 10 ou 20 pour que les frais de port soient pas trop embêtants. D'accord. Je vous ai un peu décrit ce que ça faisait. Donc pour récupérer de la mémoire et un peu de cycle machine, il est obligé de virer la stack Wi-Fi et Bluetooth. Donc, du coup, il n'y a pas de réseau, mais par contre, le processeur est entièrement disponible pour faire tourner l'interface verbale. C'est une ALU 32 bits vraiment très simple. Peut-être un multiplicateur, mais il n'y a pas de flottant évidemment, il n'y a pas de division. Enfin, c'est du processeur ultra compact en termes de surface de solution. Mais à 160 MHz, ça tourne. Et l'autre partie de sa solution, c'était de tomber sur cette puce là, de cette boîte finlandaise qui s'appelle très originalement VLSI. Personne n'avait pensé à ce nom avant eux. Et donc, c'est une puce qui fait RAM 8 bits, enfin un bus parallèle 8 bits ou bus SPI, pour ceux qui voient sur les microcontrôleurs, une espèce de bus série classique dans les microcontrôleurs, un peu de broche, raisonnablement rapide et très économique à implémenter. Et donc, il contient une sortie vidéo, je ne sais pas pourquoi. Alors, le lien SPI sur ce truc-là, il tourne à 38 MHz, ce qui permet donc d'échanger à peu près à 3,8 mégabits secondes avec le processeur, ce qui finalement n'est pas si mauvais que ça par rapport aux bus auxquels on était habitué sur des machines classiques traditionnelles. C'est vrai, donc il faut quand même bouger un peu le mémoire vidéo. Donc l'interpréteur basique, un basique classique, une euro de ligne, etc. Mais l'environnement là directement sur la machine, c'est sympa, il y a quand même de la collaboration syntaxique. Quand on édite, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait liste et puis on fait l'édite d'un numéro de ligne où on va sur les listings pour changer le numéro de ligne qu'on veut. On peut, il y a quand même, donc là il y a le goto, mais il y a quand même voilà, de l'information structurée avec des loop.end qui permettent de faire des boucles indentées en gros. Et on peut aussi ne pas utiliser des numéros de ligne quand on édite un fichier genre sur la carte SD. Alors il y a aussi un petit éditeur full screen intégré, mais il n'est pas très au point. Il bug un peu et il est très bien. Ah, c'est bien. Ouais, et on peut utiliser des labels textuels. Il y a même des procédures avec des arguments quand même et des valeurs de retour. C'est quand même un peu plus moderne que les basiques des années 80. C'est en fait très comparable au GFA basique, pour ceux qui se souviennent. Ouais. Donc c'est comparable, surtout donc, si on utilise l'éditeur Knetpage pour pas avoir une ligne. Donc ça pas finalement. Et il a rajouté plein de mots-clés évidemment pour gérer tout ce qu'il a mis comme hardware. Donc il disait pour le son, pour les vidéos, pour les GPIO, lire directement le port du joypad. On peut faire du wiki dollar ou wiki numérique pour avoir directement les scan codes du clavier. On n'est pas obligé de faire des opérations bloquantes. On peut faire des timers temporisés pour faire de l'élimination. Ah oui, des séquences, oui, il y a des séquences de contrôle, mais on peut aussi finalement afficher au sur l'écran en mode texte ou en mode graphique. Il y a plusieurs polices de caractères, on peut différentes résolutions texte et graphique. Là, il est en 80 colonnes, et donc sur la sortie composite, ça babouille un peu. En petite capture, il a fait ce qu'il pouvait. On peut baisser la résolution pour que ce soit un peu plus supportable. Et donc, son idée, ben voilà, par exemple, faites-les vous-même. Lui, il ne les fabrique pas, mais donc les composants chez Captain Chinois, donc les PCB tirés chez GLC PCB Hong Kong, c'est moins de 20 € les 25 PCB, frais de port compris, ça arrive dans 2 semaines. Et les composants, c'est à peu près du même ordre, hein. Il faut acheter des bandes de petits composants CMS. Donc c'est pas intéressant pour en faire un, mais si c'est pour en faire 10 ou 20, là, les frais de port, pour chaque bande de composants, il va y avoir genre 1 ou 2 € de frais de port pour 3 € de composants. Mais bon, au total, ça reste acceptable. Même si au total, je ne sais plus, je vais le compte, je crois que je sais plus, 20% du coût de revient total, c'est les frais de port des différentes expéditions les unes après les autres. Même si chacune ne coûte qu'1 €, comme il faut plein de petites commandes élémentaires, chez plein de petits fournisseurs, sur AliExpress, ça finit par compter un peu. Mais bon, ça reste gérable pour de la très petite série. Et puis après, il faut souder. Alors, soit au fer fin noyé dans du flux et en tirant une goutte de soudure, parce que c'est des CMS 0,5. 5 mm, les petites packs, ou alors à l'air chaud. Lui, il a fait à l'air chaud, je préfère le Braxton Bearing, avec avec une panne en forme d'étrave qui permet de bloquer une goutte de soudure et de la passer sur toutes les branches à la fois. Et on va mettre cette soudure presse à dessouder. À la 25e carte, ça va. La première, c'est plus long, et puis après, ça
Donc voilà, comme il dit, c'est pas si dur en fait de souder du CMS. Et la pâte à souder, ça va bien quand on fait du reflow, c'est-à-dire quand on a un stencil, qu'on fait du reflow, sinon il faut passer directement avec la bonne vieille soudure au fil en étain, au plomb, hein, celle qui va partout, ça la soudure sans plomb. On s'en fout, on a le droit, puisque c'est artisanal. Et voilà. Qu'est-ce que j'avais besoin de dire? Bon, alors, c'est cette partie-là. Alors, il travaille sur ce truc-là, qui est fait avec une version successeur du même fabricant de l'ESP8266, il y a plus de RAM, c'est un peu vite. Là, il Big Bang directement la vidéo, mais c'est pareil, c'est une technique de base de DMA et ça accroche malheureusement pas, les fréquences n'accrochent pas sur tous les moniteurs. Du coup, c'est moins compatible, donc c'est pas ça d'amplifier la promo. Ça, l'idée de ce truc-là a été venue de démocodeur qui avait utilisé ça en compo. On va utiliser ce petit module à 2,50 €, je crois, pour faire un niveau. L'ordinateur à la plateforme de démo la moins chère que les démos existent. Il a aussi intégré, comme il avait de la place dans la flash, il n'y a pas beaucoup de RAM, mais il y a de la flash. Donc dans la flash, il a mis un petit interpréteur de Z-code dans tous les jeux en mode texte Infocom. Et puis il a aussi mis un synthétiseur. Alors il y a un portage de Lua en cours, c'est bien. Et il a mis aussi un petit reverse engineering, un synthétiseur vocal. Donc pareil, avec un son évidemment absolument immonde, qui fait des audios qui fait, mais ça marche. Donc les quelques leçons à tirer de la production, donc les composants pas trop chers, enfin je veux dire c'est pas très cher, les PCB, il y a 2-3 fabricants qui essaient de vous faire acheter des composants chez eux en faisant l'éditeur de schéma, le producteur, donc le truc qui fabrique, qui fait le layout, enfin l'autorouteur. Et la bibliothèque de composants, donc la bibliothèque de symboles, ils empruntent des composants directement chez eux. Bon, là, lui, il a eu l'amabilité de faire son PCB sous Eagle et de donner directement les fichiers Gerber, donc il a fait un peu des SH ou des PCB ou leurs 2 ou 3 autres concurrents, à Taïwan ou Hong Kong, et ils font tout ça très bien. Et les PCB sont de vraiment bonne qualité. Hein. Cette petite mémoire vidéo, il faut l'acheter chez ce revendeur polonais, je crois, qui est un concurrent des Farnell et Arrow et Digitly et tout ça, quand ils en ont. Donc quand j'en ai acheté 25, je crois qu'il y en avait une cinquantaine en stock, juste après la conf, je me suis dépêché, juste après la présentation. Là. Et le reste, tout le reste AliExpress. Alors on tombe sur des trucs rigolos parfois, quand on n'a rien de prêt, pourquoi l'une des premières que j'avais fabriquées ne marchait pas, on a fini par se rendre compte que le logo NXP sur un 7404, hein, donc 4 or, enfin 4 il y a un petit circuit avec quelques portes logiques. Le NXP, en fait le P il est à l'envers, comme si c'était une espèce de cube bizarre, donc clairement c'est du remarquage, ou, voilà, je ne sais pas trop d'où ça sort. Il y en a un qui n'a pas trop apprécié dans le lot, les autres ils fonctionnaient, donc je ne sais pas combien de temps elles vivront les cartes, mais voilà, tous les composants n'étaient pas complètement électriques. Toi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as 25 Basic Engine disponibles à la vente à la fin de ta présentation? Oui, tout à fait, oui, pour les bonnes œuvres de l'assaut. Je les ai payés, s'il y en a qui veulent en acheter, tous les sous ira à l'assaut. Donc, moi, ça ne veut rien dire. Je pourrais montrer à Félix si ça vous amuse de voir un peu, je sais de voir combien vraiment coûtait ce genre de pitrerie, parce qu'on me disait 10 €, j'ai du mal à y croire. C'est vrai qu'au départ, si on ne met pas les composants optionnels, il y a, de ce que j'ai payé moi comme prix, frais de port compris, je crois que j'en avais pour presque 9 € de composants. En mettant les connecteurs, je crois que j'étais à 12-13 €. Moi, je vais en prendre une à 10 alors. Voilà. Non, pour toi, ça sera 20. Et non, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite marge pour l'assaut. Et puis si tu veux, le cordon série de reprogrammation, lui, il est cher par contre. C'est pareil, les cordons USB TTL 3V3, c'est pareil, ça vaut un million, ça fait peut-être chinois pour peu qu'on attende 3 semaines que ça arrive. Donc j'en ai quelques-uns aussi. Et donc oui, je disais que ce truc-là, évidemment j'avais quelques composants de RAB pour certains trucs. Donc en tenant compte de ces composants de RAB, quand on refait la division de ce que ça va coûter en approvisionnement, je crois que ça va tomber à 13,50 €. Hors cordon vidéo et cordon USB de reprogrammation de la flèche. Et après, évidemment, il faut le bon outillage. Donc, je vous recommande les excellents fers, je ne sais plus comment ça s'appelle, la boîte chinoise qui fait ça, le TS100 et le TS80. Le TS100, il faut un bloc de laptop, et le TS80, c'est de l'USB, mais du Qualcomm Quick Charge qui sort du 9 volts. Donc, il faut avoir le bon USB. Mais sinon, c'est vraiment bien, c'est tout petit, c'est court, c'est ultra léger, ça change bien. Le TS80 il fait 18 watts, le TS100 il fait 60 watts avec une ligne 24 volts. Donc avec ça on fait absolument n'importe quoi. Ils ont différents types de pannes, et celles qu'il faut prendre, c'est sur celles qui ressemblent en gros à un ciseau à bois à l'extrémité. Donc deux fers plats là, c'est le mieux pour porter une goutte de soudure.
Et en même temps, c'est suffisamment fin s'il faut juste redessouder une seule pinouille ou en rajouter un petit peu sur un petit CMS. Il faut donc du flux en céramique de bonne qualité, le flux visqueux qui permet de noyer les broches, comme ça il ne s'éloigne pas. Et en fait, la soudure, on la met dans le flux. Le flux bout, il décape tout vachement bien. Et la soudure, par capillarité, mouille exactement, parfaitement les broches et le cuivre. Et au pire, sur certaines pâtes, il y a des bridges, mais ça se sort très réellement avec un petit peu de tresse à dessouder. Et parfois même, juste avec le fer, on arrive à retirer la goutte de soudure en trop. Donc comme ça, avec, voilà, avec un peu d'entraînement, ça se fait assez bien et donc c'est très sophistiqué. Pas de soudure sans plomb, soudure en plomb, tant qu'on peut encore en acheter. Moi j'ai fait un peu de stock. Et de la tresse à dessouder de bonne qualité quand même, donc avec une bonne capillarité hein, pour sortir les excès sans y passer 3 plombes, sans avoir à trop chauffer. Une petite pince et une loupe parce que c'est petit. Ou alors si vous avez encore 20 ans et que vous êtes coucou, vous êtes myope, ça peut le faire. Sinon, une loupe. Et une loupe avec un gros hublot de façon à pouvoir regarder avec les 2 yeux dedans pour avoir la stéréo. Parce que j'ai essayé hein, sur le microscope. Le problème, c'est que le microscope numérique, ben, c'est les monos, et puis l'écran il est là alors que les mains sont là. C'est impossible de faire un travail précis avec des petits mouvements sans stéréovision, avec les mains pas dans l'axe où les yeux regardent. Donc, bonne binocle ou une loupe avec un gros hublot. Et l'autre bêtise à ne pas faire, c'est de ne pas acheter comme flux du flux liquide appelé eau à souder. Ça, c'est pour les plombiers, hein. C'est du coureur de zinc. Ça attaque le cuivre et le cuivre, je ne sais plus quel est le métal argenté, pas jaune, qui a sur les pattes des composants. C'est du nickel, je ne sais plus ce que c'est. Et donc ça attaque. Et en fait, à la longue, ça finit par même remonter par capillarité le long des broches des composants et ça peut aller bouffer les petits fils d'or qui sont entre les broches et le bout de silicium à l'intérieur. Donc j'ai fait l'erreur sur les premières, j'ai appris auprès de quelqu'un qui s'y connaissait mieux que moi quand je lui ai demandé pourquoi certaines ne marchaient pas bien et puis c'était quoi, pourquoi c'était tout terme. Et donc il m'a dit toi tu as utilisé de l'eau soudée. Et donc il ne faut pas. Et donc on espère qu'on a neutralisé les premières, donc les premières je me les garde pour moi. L'attaque, je veux dire, corrosive sur les premières termes. Et donc le deuxième lot que j'ai fait, j'en ai fait 16, elles sont avec juste le flux visqueux. Donc moi je crois que ça marche. J'ai également mis un petit moment, parce qu'il mettait aucune info sur son site web pour le flashage initial. Et il a eu l'amabilité de reprendre le pin-out, là, 6 typico, là, correspondant à ce qu'on trouve sur beaucoup de câbles série pour les cartes microcontrôleurs, style des BeagleBone, je crois, des cartes comme ça. Des cartes ARM, style Raspberry Pi, mais plus industrielles. Sauf qu'il y avait une 7e broche au bout, et que c'était cette 7e broche-là qu'il fallait mettre à la masse pour que le processeur soit en mode flashage. Pas la 6e Enfin, c'est l'inverse, je crois. La 6e, il a mis une 7e broche à côté pour une autre fonction. Et donc, voilà, il ne fallait pas se tromper sur quelle broche il faut bridger pour que le processeur soit en mode téléchargement. Il a un loader en vrai ROM. Donc, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez jamais le planter, le proc. Et tant qu'il n'a pas évidemment le firmware, il n'y a pas de vidéo. Donc, en fait, le truc s'allume très bien au début, parce qu'il suffit qu'il y ait 3V3 sur le petit module qui est soudé sur la carte principale, même si rien ne fonctionne autour. C'est bien et c'est pas bien. Ça permet de faire du diag autour, ça permet de flasher tout de suite et de faire du diag avec l'oscilloscope. Mais du coup, le simple fait de pouvoir flasher, en fait, ça ne prouve pas du tout que la carte fonctionne. Et l'autre truc bizarre, c'est que donc, la première que j'ai fabriquée, celle-là, je la branche, donc je l'avais flashée, je la branche, il n'y a rien qui se passe. Et puis donc je vais faire autre chose, je vais retourner lire la doc, etc. Et puis je reviens plusieurs minutes après, et puis elle avait booté. Parce qu'en fait, sur une vieille version du firmware, il mettait un certain temps à formater la flash interne, la partie qui n'est pas le firmware et qu'il utilise pour stocker les fichiers, avant d'allumer la vidéo. Ça, il a changé maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a la vidéo tout de suite, et il n'y a pas de curseur pendant quelques secondes. Et apparemment, c'est plus rapide aussi. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de ratés, essentiellement des soudures, justement, j'avais trop enlevé à la tresse, donc il en manquait un peu, des broches qui ne faisaient pas suffisamment contact, et vu de dessus, ça se voit pas toujours. Mais voilà. Un peu de diagnostic avec le stylo, on arrive. Et du coup, il avait fait évidemment un clavier allemand, puisqu'il est allemand, et puis un clavier QWERTY pour les Américains. Donc il a cette conique, il faut ajouter le support pour les claviers QWERTY pour nous faciliter la vie. Donc c'est marqué dans la doc, mais c'est peut-être pas encore sur le site web, la doc qui génère à partir du listing. Mais sur le GitHub, ça y est. Donc config 1, il y a quelques settings que le truc garde en épreuve en gros. Donc il y a le numéro 1, c'est le clavier, et le 3 c'est pour les il y a un petit manuel de référence donc, de son portage d'engine basique, qui est l'interpréteur basique du Basic Engine, et avec notamment tous les mots-clés qu'il a rajoutés. Et s'il y en a que ça amuse, donc robinet de firmware.
aimé qu'il y a des trucs chiants dedans dans son build, donc pour l'instant j'ai essayé une demi-heure de piler sur les Mac, ça m'a gonflé. Ça marche très bien dans une VM sous Linux, donc il y a des Linux Fedora avec quelques dépendances. Et ça build en fait pour différentes cartes, dont celle-ci. Donc pour celle-ci, c'est une Mac native, et puis après, voilà, des minutes de téléchargement de runtime Arduino, parce qu'en fait, il utilise l'environnement de programmation du processeur SP466 qui a été fait par le monde Arduino. Et il utilise ça comme bibliothèque pour accéder à un certain nombre de choses, comme driver de SPI, de RTSD, etc. Donc ça télécharge plein de trucs, ça build, et on peut modifier la carte. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez regardé cette petite carte. Et s'il y en a que ça amuse, donc voilà, on va en fabriquer quelques-uns. Et si vous voulez le voir tourner, je le brancherai. Si vous voulez en prendre un, donc vous voulez savoir comment ça se reflash. Donc j'ai quelques cordons, pas autant que de cartes. Mais bon, oui, ça s'obtient chez Amazon en 24 heures pour 10 €, ou chez AliExpress en 3 semaines pour 1 €. Donc, et donc voilà, il y a quelques petits programmes de test, quelques petits listings, quelques petits démos, quelques petits jeux préfets. Et donc moi ça me rappelle quand j'ai appris à prendre Nordique sur MO5, une fois que 428 c'était à peu près pareil, évidemment. Ça, cette simplicité, cette immédiateté, je trouve quand même que ça reste une alternative intéressante à Scratch ou Code.org, ces trucs à base de blog, là, dans un browser web, c'est bien, sauf que le gamin, au final, ça reste tout mystérieux. Pourquoi il faut lancer tous ces trucs? Là, on a une, si on veut savoir comment ça marche, on peut regarder comment le mettre est fichu. Il n'est pas fichu super clean, d'ailleurs. Il y a un petit moment à trouver où rajouter le support clavier que vous voulez, mais, parce que c'est un peu de briquet de broc, parce qu'on partage sur l'interpréteur. Mais néanmoins, voilà, ça reste abordable. Alors, l'interpréteur est écrit en C, mais pour ceux qui veulent se renseigner sur le processeur, il y a moyen, il y a un GCC et un GAS, enfin des Utils pour ce 8266, pour ceux qui veulent le programmer à même niveau. Je pense que c'est comme ça qu'a été faite la démo, parce que c'est impressionnant, là, celle qui a été faite sur le ST32, là, le successeur, qui lui a donné l'idée de la version vraiment sans chip vidéo. Plutôt voilà, le côté pas cher, si on va en faire pour une salle de classe entière, pour le faire bien. Voilà, c'est pour ça que j'en ai fait quelques-uns. Et puis l'autre raison d'en faire toute une série comme ça, c'était, je voulais voir, d'une part, m'entraîner un peu à faire de la soudure sur un truc que j'ai envie de fabriquer, pas juste une pauvre carte projet Zeleman, des kits d'apprentissage. Et d'autre part, voir ce que c'était justement, procurer des composants, voir comment ça se passait avec la petite chinois, etc. Donc, effectivement, il y a quelques surprises. J'ai tout reçu, je n'ai pas eu à me plaindre chez AliExpress, quelque chose de bien. Deux questions. Ouais. Toujours curiosité, quid de la copie de compte et de la validité des composants essentiels. Alors donc le ST8266 sur la petite platine ESP12 qui est faite par une autre boîte qui est chez les processeurs, ça marche bien, je crois, commercialement ce truc-là, donc ça je pense qu'on pourra en acheter pendant un certain temps, des petits modules ESP12. Le principal problème, le reste c'est que dalle, enfin je veux dire c'est que des circuits complètement ordinaires, quelques portes logiques, des analogiques. Donc en fait c'est la RAM vidéo. Cette RAM vidéo de cette petite boîte fabless finlandaise qui s'appelle VLSI Technology, je crois, qui fabrique quelques composants, ils vendent vraiment pas grand chose dans leur portefeuille. Et ceux-là, combien de temps ils existeront? Ça, je suis d'accord, c'est une bonne question. Pourquoi on peut en acheter que chez eux ou chez TME? Et que chez TME, quand ils en approvisionnent, je ne sais pas, ça doit être un petit plateau d'un moins ruban de 100, c'est pas possible. Parce que quand j'ai regardé, il y en avait, je sais plus, pour une cinquantaine, c'est 25. J'ai regardé un peu quand je reçois les autres composants, j'ai regardé, ils n'en avaient pas rentré par approvisionnement. Donc, après, c'est toujours pareil, ces boîtes faiblesses, en fait, qui font des petites séries, en fait, elles rentrent dans les productions des gros fondeurs, parce qu'il n'y en a plus qu'une poignée. Et donc, eux-mêmes, parfois, ils sont à court de leurs propres composants, ils n'ont plus de stock pour leurs clients, et ils sont obligés de faire attendre des clients parfois 3 mois, 6 mois. Nous, on a vraiment le problème quand on achète des composants par milliers, mais pas par millions, pour nos calculateurs là où je bosse. Et donc, on se retrouve parfois comme ça avec des problèmes d'appro auprès des fournisseurs, mais les vrais fabricants des composants pour eux, pas des revendeurs. Et eux-mêmes, en fait, à certaines périodes, ils doivent attendre avant de pouvoir avoir un nouveau lot avant de leur. La deuxième question, c'est est-ce que ça va pas compliquer, ça ne rend pas plus les choses d'avoir ce genre de vidéo? C'est-à-dire que les écrans qui sont capables de chaque sujet, ils ne vont pas se faire.
Alors, le choix de vidéo composite, c'était d'une part pour pouvoir utiliser des écrans pas chers de réforme, des télévisions dans un coin, des écrans disponibles dans des pays un peu moins avancés, donc ce qu'il y avait sous la main. Et après, l'autre gros problème, c'est que justement, synthétiser une sortie HDMI, c'est compliqué. Donc, soit tu as le circuit qu'il y a déjà, mais en général, il y a quand même le circuit très externe, donc tout de suite, tu te tapes des disques, tu en auras pour 20, 30, 50 euros de composants si tu fais ta petite série, si tu n'as pas les volumes des gens de la fondation Raspberry. Ou alors, si tu essaies de le faire toi-même, pour ceux qui suivent l'émulation machine, mais sur FPGA plutôt que l'émulateur soft. Donc ça se fait avec des circuits de taille moyenne qui coûteraient une fortune si tu devais les acheter toi-même, que tu n'accordes pas cher parce que tu les achètes sur des cartes Deval. Et que ces cartes Deval sont vendues à perte par rapport au prix de vente. Alors probablement pas à perte du point de vue du fabricant de ces FPGA ou CPLD, mais par rapport au prix auquel ils vendent les circuits, ça serait presque intéressant d'acheter leur carte Deval dans certains cas et de dessouder le circuit. Parce que bon, j'ai du mal à les revendre dans ces conditions. Et donc en fait ils utilisent des lettres de course du coup. Donc ceux qui sont capables de faire du HDMI parce qu'il y a les SerDes hardware, tout ça, c'est des circuits qui coûtent une véritable fortune. C'est des circuits qui vont dépasser les 100 euros juste le FPGA. Ouais, tu conditionnes le type d'appareil que tu vas prendre en fonction clairement du type d'écran. Alors là, il y avait surtout la gamme de prix et la complexité techno que tu utilises. Assemblage à la main, pas de BGA quand même. Le CMS 05, c'est quand même la limite. La BGA, il y en a qui font en réparation, qui font du BGA à l'air chaud, là comme ça, à la main, en aveugle. Mais bon, c'est la loterie, quoi, savoir si toutes les lignes sont correctes et puis si ton truc ne va pas craquer quelques semaines ou quelques mois après. Si tu n'as pas de machine à rayon X pour vérifier ce que tu as fait. Donc, BGA, c'est quand même compliqué pour les amateurs. Et donc, circuit CMS avec les pinots sur le côté, ça limite quand même les pinots auxquels tu as accès. Il y a de moins en moins justement de FPGA qui sont disponibles en boîtier QFP avec les pinots sur le côté. Parce que les boîtiers les plus compacts, c'est les BGA et c'est le moins cher. Plus c'est ce que veut la clientèle pour faire des cartes compactes. Donc ça limite. Donc tu tapes sur ces FPGA qui sont en fait des circuits qui ont déjà une bonne dizaine d'années. Plus pour certains, ceux qui sont capables de faire ça tout en étant encore éventuellement accessibles pour les hobbyistes. Donc ceux-là non plus, ils n'existeront pas toujours. Donc, alors après, il existe des circuits qui donc font tout le boulot HDMI à partir en gros d'un bus parallèle. Mais il faut donc envoyer le bus parallèle qui va bien à un débit assez élevé. En général, il n'y a pas de buffering, donc c'est en principe déjà quelque chose qui vient de ton processeur. Je veux dire qu'il n'y a pas de FIFO. Donc il faut que ça sorte exactement à la bonne cadence. Et, ou alors tu peux donc prendre ta sortie RGB quelconque et rentrer sur sur ces circuits qui servent à faire des convertisseurs VGA HDMI. Mais c'est pareil, tu vas te taper les circuits chez Sony ou quelques autres qui coûtent quelques dizaines d'euros. Est-ce que j'en ai vu chez FTDI, je crois? Je sais plus, j'ai regardé ce genre de truc par curiosité justement, parce que je m'étais posé la question. Mais voilà, tu trouves rien à moins de 10-20 euros le circuit. Ces instruments aussi font ce genre de choses. Les japonais aussi font ça. Et plus il te faut tout un tas de composants de support. Hein. C'est le genre de truc qui est encombré de petites résistances et de petits condensateur en fait. Donc qui évite finalement je veux dire ça devient plus viable à 100 dirhams. Là c'est des 0805 je crois, du 0603, je sais que les petits CMS. Moi, faire à la main des 0,1, 0,2, hein, donc ceux qui font 1 dixième de millimètre par 2 dixièmes de millimètre, ça devient quand même difficile. Ceux-là sont déjà petits, mais à la loupe, tu mets de l'étain sur un pad d'un côté, tu le tiens avec une pince et tu fais fondre la soudure et donc tu le fais prendre d'un côté et tu soudes ensuite de l'autre côté. Ça va parce qu'en gros, tu ne fais pas un gros bridge entre les deux extrémités de composants parce que tu as encore un petit millimètre d'espace entre les. Enfin, pas un millimètre, mais demi-millimètre entre les deux pattes de soudure. Donc, mais c'est quand même aussi, ça s'approche de la limite de ce qu'on peut faire à la main. Voilà. Côté logiciel, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se pencher vers le Picoray? Ça me rappelle quelque chose. Il avait fait une petite console. Ça permet de faire du développement de jeu, c'est très... C'est avec un Atmel comme les Arduino. Oui, alors il y a une version hardware, parce que à la base c'est juste un moteur software. Ils ont sorti une version sur un Atmel C1 Power, oui, c'est ça, à l'origine c'est une console virtuelle. C'est une idée d'une spec dans un espèce d'émulateur. Voilà, et après et donc ils l'ont implémenté en Ils l'ont implémenté sur un truc, c'était quoi, Pocket, Power, non-Power... Ça me dit quelque chose ce que tu dis là. Et donc avec un petit écran 128, 128, limité en couleur. Et voilà, ça se limite à 128, 128, mais il y a, côté logiciel, il y a toutes les fonctions. Il y a du typeset, il y a des particules, il y a des trucs comme ça. Et surtout c'est en Lua, ce qui est quand même un petit peu moins old school que le basique, parce que bon, maintenant c'est un peu le basique d'aujourd'hui, Lua. Pour les jeunes, vous utilisez après ça.
Et c'est très développant, c'est-à-dire que même quand on lance un jeu, on peut l'interrompre, on est au milieu du listing là où il s'est arrêté, on modifie des valeurs, on relance. Et c'est pas mal, ça fait un peu moteur moderne pour apprentissage en même temps. Oui, je pense que ça tournerait très bien sur ce genre de truc, je pense. Je pense que ça pourrait rentrer dans la mémoire, la puissance, enfin, voilà. sans problème. Alors, vu qu'ils se limitent, pour que je me souvienne, à 828 avec pas beaucoup de couleurs, donc voilà, la mémoire de vidéo, ça devrait rentrer. Oui, on va avoir la mémoire de travail. C'est-à-dire peut-être que, je sais pas mais je crois qu'il limitait aussi beaucoup la taille des listings et la taille des assets sur cette endroit. De toute façon, en UA, on ne peut pas aller très loin. Et non, mais je crois qu'il mettait une limite artificielle pour dire que c'était une sorte de cartouche virtuelle qui était également capée en taille. Donc peut-être que ça rentrerait là en termes de RAM et bon, sur la carte SD, c'est pas un problème. Parce que le côté logiciel, c'est bien avancé, c'est bien propre, c'est bien packagé. Si c'est pour faire de l'apprentissage pour les jeunes, la récompense est plus forte tout de suite. Ils peuvent faire du pilote plateforme. S'ils ont effectivement réussi à la rentrer sur un processeur du Arduino, ça veut dire qu'il n'y a pas de gros problème de performance. Même si le truc cherche à faire quelque chose de simple, tu vois, pour avoir un environnement confortable, ça peut néanmoins être un peu lourd comme implémentation. Mais vu qu'ils sont foutés, vu que ça tourne à la base sur un PC, mais s'ils l'ont rentré sur les contrôleurs, ça devrait tenir. Bon, voilà. Bien. Question ? Parfait. Est-ce que tu nous en branches un pour nous montrer ça ? Non, s'il y en a